Hello, c'est François, pour vous raconter aujourd'hui, pour Road Story, comment l'ADA, et oui, a permis à Coca-Cola de battre Pepsi en URSS, il y a bien longtemps. Dans les années 80, Coca-Cola, la marque la plus connue au monde, est présente partout dans le monde, presque. Un pays capital pour la croissance de la marque qui résiste à l'envahisseur américain, l'URSS. Pire, le concurrent PepsiCo a pris une longueur d'avance. Nous allons vous raconter comment Coca-Cola a gagné cette guerre. Dans les années 30, Coca-Cola fait une timide apparition en URSS. Une délégation officielle se rend aux États-Unis pour évoquer l'importation du breuvage en Russie. Le deal ne se fait pas et on évoque alors l'idée de réaliser une version locale du coca, à base de thé géorgien et de feuilles de coca. Vous le devinez, une idée qui restera sans lendemain. Après la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Georgiou Zhukov, grand maréchal, l'un des plus célèbres généraux soviétiques, rencontre Eisenhower. Ce dernier lui fait goûter le coca et notre général russe devient fan de la boisson, qui fait rôter. Ça les amuse. Comme il est très mal vu, évidemment, de boire du coca en public, il demande à l'entreprise de lui créer un coca spécialement pour lui, incolore, avec une étoile rouge sur la capsule et sans aucune mention de la marque. Pendant des années, Zhukov aura sa cave personnelle de Coca-Cola. On ne sait pas si elle était réfrigérée. Les multiples tentatives d'exporter le précieux coca en Russie se soldent donc tous par des échecs. La guerre froide aidant, l'idée semble de plus en plus hypothétique. Mais chez Pepsi, on ne lâche pas l'affaire. En 1959, à l'exposition nationale américaine de Moscou, le vice-président Richard Nixon, futur président, fait le tour de l'expo en compagnie de Nikita Khrouchtchev. Et ils finissent par traîner devant le stand Pepsi, où les attend Donald McIntosh, PDG du rival de Coca et ami de Nixon. Le leader soviétique tombe dans le piège et s'enfile plusieurs verres de Pepsi. Clic-clac, Kodak, la photo de Khrouchtchev, un verre de Pepsi à la main, fait la une des journaux le lendemain. On titre « Khrouchtchev veut être sociable », en écho à la pub Pepsi de l'époque aux États-Unis qui disait « Sois plus sociable, bois un Pepsi ». Donc la conclusion, c'est Pepsi 1, Coca 0. Cela prendra 10 ans, mais en 1972, Pepsi fait son entrée sur le marché soviétique. On ouvre même une usine Pepsi à Novorossiysk, sur le bord de la mer Noire, en 1974. S'implanter sur le marché est une chose, monétiser ses canettes en est une autre, et surtout en pleine guerre froide. Le rouble soviétique n'a pas de valeur en change à l'international, le Kremlin n'autorisant pas les échanges à l'export de sa monnaie. On décide donc d'instaurer le troc. On échange donc le Pepsi contre de la vodka Stolichnaya. La vodka sera vendue sur le marché américain du spiritueux. Chez Coca, on fait grise mine. L'élection de Jimmy Carter est vue comme une opportunité de se refaire. Le PDG de Coca est un pote du président. Il utilise ce levier pour négocier directement auprès des leaders soviétiques. Après une longue bataille, ils finissent par envoyer en Russie un petit stock de Fanta en 1979. La marque appartenant à Coca-Cola fait son apparition à Moscou. La seconde offensive se fera à l'occasion des Jeux Olympiques de Moscou 80. Certes, les USA boycottent ces JO, suite à l'envoi des troupes soviétiques en Afghanistan, mais Coca ne fait pas de politique. Enfin, il fait surtout du pognon. Partenaires des JO depuis 28, ils seront à Moscou coûte que coûte. Le rapport avec Road Story, on va y venir. Comme prévu, le coup de pub est réussi. Mais tout reste à faire. Chez Coca, on négocie désormais directement avec le pouvoir russe. À cette époque, le pays tire l'essentiel de ses exportations de la vente de l'ADA sur le marché européen. Dans un premier temps, on évoque l'exportation de ces voitures sur le marché US. L'idée est rapidement abandonnée. Les Lada sont fiables, certes, mais peut-être pas adaptés au marché américain, même si les voitures américaines de l'époque n'étaient pas bien flambantes. Difficile d'imaginer en effet l'automobiliste yankee tomber sous le charme d'une 2107 ou d'une Samara. Mais Coca-Cola dispose de filiales partout, et les Européens, eux, ne crachent pas sur la voiture russe. En 86, on trouve un accord. La production de Coca débute en Union soviétique. Donc, on monte un troc avec Avto Export, l'organisme moscovite chargé d'exporter les engins de chantier, les autocars, les vélos, les automobiles russes, au sein d'un catalogue épais comme un annuaire, et assommant comme tel. Le premier test s'est effectué. On charge plusieurs engins de chantier Belaz, je ne connais pas mais je vous dis s'il s'appelle Belaz, contre du concentré de Coca. L'heure est venue de passer la seconde, on va échanger quelques milliers de Lada contre autant en valeur de Coca-Cola. On manque de détails sur l'accord, mais il semblerait que les Lada concernées étaient celles qui étaient vendues sur le marché anglais.
Les voitures arrivent à Londres en particulier à un prix défiant toute concurrence, ce qui facilite les ventes. Lada vend ses Samara comme des petits pains en Angleterre et dans les rues de Moscou, la jeunesse russe qui a soif de changement profite enfin des petites bulles sucrées. La transaction est un succès. Coca a enfin sa revanche sur son rival de toujours Pepsi. Le combat peut commencer. PepsiCo est la première entreprise étrangère à faire un spot télé à la télévision russe, utilisant pour l'occasion et à l'époque la star mondiale Michael Jackson. Coca-Cola réplique en plaçant une bannière publicitaire géante dans le centre-ville de Moscou, le rêve. Tous les coups sont permis. Pendant que les clients Lada anglais au volant de leur Niva ou de leur Samara ignorent tout de cette histoire de troc, Pepsi pousse l'idée à son paroxysme. En 89, Pepsi signe un accord incroyable avec le gouvernement soviétique. Ils vont échanger 17 sous-marins désaffectés et 3 navires de guerre contre du concentré Pepsi. Les sous-marins sont fondus et vendus au prix de la ferraille. Le président de Pepsi dira à George Bush, père, à l'occasion d'un dîner à la Maison Blanche, « Vous voyez, nous sommes plus efficaces que vous dès qu'il s'agit de désarmement. »